Parlons diplomatie. À présent, on revient sur la visite hier à Rabat du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian qui s'est entretenu avec son homologue marocain Nasser Bourita. Les échanges ont tourné autour de la régularité et des relations solides entre les deux pays et sur la convergence de vues concernant plusieurs questions régionales et internationales. On revient sur cette visite en détail avec Hafed Boutaleb, expert en relations internationales. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. D'abord, quel regard portez-vous sur ce partenariat d'exception entre le Maroc et la France? Un partenariat de nouveau souligné hier lors de la visite de Jean-Yves Le Drian dans le Royaume. Alors, c'est pas une première visite pour un haut dignitaire français. Il y a eu une visite du ministre en charge du commerce extérieur il y a quelques semaines, suivie de celle du ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, puis maintenant Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian qui connaît bien le Maroc puisque ça fait 8 ans qu'il occupe un poste au sein du gouvernement français. Avant, il était ministre de la Défense. Il avait bien coordonné avec le Maroc, notamment par rapport aux différentes actions que mène la France au niveau du Sahel. Et maintenant, effectivement, il faut souligner ce partenariat d'exception. Comme l'a souligné notre ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, il y a une régularité des rencontres et des liens entre la France, les hauts dignitaires marocains et les hauts dignitaires français. Il y a aussi une convergence de vues sur les questions régionales. On peut mentionner la question du Sahara, par exemple, le Sahara marocain, et une convergence de vues également sur les grandes questions internationales. On reviendra dessus, par exemple, par rapport aux grands défis sur le changement climatique que connaît aujourd'hui. On y reviendra justement, Hafed Boutaleb. Un partenariat donc multidimensionnel, illustré entre autres par l'accompagnement par la France de la relance économique durant la phase post-Covid. Comment d'abord s'est concrétisée cette aide ? Eh bien bon, l'aide, effectivement la France a pu soutenir le Maroc et l'encadrer sur certaines des actions qui a été menées puisque le pays en France a été beaucoup plus gravement touché que le Maroc. Donc il y a eu des échanges de bonnes pratiques, il y a eu aussi un encouragement de la France de l'initiative qu'avait lancée Sa Majesté, l'initiative africaine qui avait été aussi co-parrainée par le président du Sénégal, Monsieur Macky Sall, et également le président ivoirien, Monsieur Alassane Ouattara. Il y a aussi un plan de relance qui va durer pendant 5 ans, sur lequel la France, qui est le premier partenaire économique du Maroc, depuis, en tout cas sur les dernières années, avec des échanges qui ont doublé depuis 2017, passant de 5 milliards d'euros à 10 milliards d'euros en termes de commerce extérieur. Et le Maroc est plus bénéficiaire de ces échanges-là. Donc, c'est dans tous ces points-là qui iront donc pour ce plan de relance défendu par le ministre de l'économie, M. Bni Chaboun, qui va durer plusieurs années, étant donné la gravité de cette crise. D'accord. Impact économique va bientôt venir couronner ce partenariat entre le Maroc et la France à l'horizon 2021. Quels vont en être les piliers ? Alors, justement, c'est un pacte qui est toujours en cours d'examen, qui devrait être lancé en courant 2021. Et ce sera le point fort de cette coopération entre la France et le Maroc, notamment pour la relance économique post-Covid. Et il s'agit donc d'une production en premier point. Donc il y a 4 piliers principaux. Le premier, c'est une production décarbonée. On pense bien sûr, quand on parle de production, la décarbonation, c'est d'abord changer d'énergie. Alors on ne peut pas bien sûr substituer toutes les énergies fossiles aujourd'hui en cours du jour au lendemain. Ça prendra du temps, mais il y a des énergies et de nouvelles pistes. Le Maroc s'est lancé dans l'énergie solaire depuis plusieurs années, avec la construction d'une des plus grandes centrales dans le monde, qui est la centrale d'énergie solaire Nour, dans la province de Ouarzazate. Mais maintenant, il y a une autre piste très importante, celle de l'hydrogène. Le marché de l'hydrogène qui devrait représenter d'ici 2040 700 milliards de dollars. Donc, qui en fera une des principales énergies qui seront donc utilisées, employées, notamment par l'industrie. Et donc, ce sont là des pistes pour ce pilier de production décarbonée. Il y a un plan
il y a un deuxième pilier relatif à la PME, c'est-à-dire moderniser, simplifier les lignes d'aide dédiées aux PME, que ce soit pour les PME exportatrices à partir du Maroc vers l'Europe ou l'inverse, et puis un point sur le transfert de technologie pour, bien sûr, il y a eu cette question qui revient, qui est récurrente, celle de la fuite des cerveaux, puisque l'Afrique, pour pouvoir réellement décoller, il est nécessaire qu'elle puisse préserver ses compétences, et donc le transfert de technologie fait partie des principaux points pour pouvoir que ces cerveaux-là, que ces compétences-là puissent rester sur place. L'Europe ne peut plus, comme très longtemps, se prévaloir de son propre progrès technique et ne pas le partager. Et donc ensuite faire face à l'immigration. Il faut bien aujourd'hui aller vraiment au fond de la question. Et pour faire face à l'immigration, il faut améliorer le climat des affaires dans les pays émetteurs. Et enfin, il y a la relation entre l'Europe et l'Afrique, puisque là, le Maroc, effectivement, se positionne depuis très longtemps et de manière réussie en tant que pays porte d'entrée vers l'Afrique, et en cela la France maintenant s'engage à réellement renforcer cette position-là, puisque par moment il y avait eu des petits soucis de concurrence. Maintenant les dirigeants marocains et les dirigeants français mettent bien l'accent sur le fait qu'il faut coordonner au lieu d'aller sur le terrain de la concurrence. Et enfin la France elle aussi un peu en échange, on dira, s'engage à soutenir l'offre marocaine au sein de l'Union européenne, notamment à essayer de faire réduire les contraintes liées à la règle, ce qu'on appelle la règle d'origine, qui souvent nuit aux exportations marocaines vers l'Europe, notamment par exemple les exportations d'agriculture et les exportations textiles. D'accord. Rabat et Paris ont aussi en commun, vous l'avez dit, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Le chef de la diplomatie française l'a rappelé hier, tout comme Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères. C'est un axe vital de ce partenariat, n'est-ce pas ? Bien sûr, on sait que le Maroc a une très longue expérience dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, notamment en créant à partir de 2014 le BCIG, donc c'est un bureau de coordination entre tous les services de sécurité au Maroc, et donc cette expérience-là a pu bénéficier à l'Europe, puisque malheureusement le terrorisme principalement aujourd'hui qui touche l'Europe est d'origine, est motivé par l'islam, et donc même si la religion musulmane est totalement innocente de ce terrorisme, et donc ce sont des pays, les terroristes sont d'origine des pays musulmans, notamment le Maroc, il faut le dire, un certain nombre de terroristes étaient originaires du Maroc, et c'est donc dans ce cadre-là que la coopération sécuritaire est allée pour essayer de réduire au maximum. Mais il n'y a pas que le Maroc, il y a aussi la Tunisie, on l'a vu aujourd'hui, récemment. Les africains en tout cas, oui, voilà, donc c'est surtout l'extrémisme. Oui, exactement, voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là que s'est inscrit la visite de Gérard Darmanin, que ce soit en Tunisie ou dans les autres pays maghrébins, et c'est une coopération de très longue durée qui ne dépend pas d'un gouvernement ou d'un autre, et qui dépend surtout du bien-être, que ce soit des citoyens marocains, maghrébins ou des citoyens en Europe. De la même façon, la France, par la voix de son ministre, a rappelé le respect qu'elle avait pour l'islam. Elle a aussi rappelé que le Maroc prône un islam du juste milieu. À travers ce choix, quel message véhicule le Maroc ? Eh bien, il n'y a pas d'islam de juste milieu. L'islam en lui-même est une religion de modération. Le problème est qu'on se soit retrouvé pour des raisons géopolitiques et socio-économiques avec une minorité en difficulté qui a décidé d'interpréter cette religion de la pire des manières. Et on sait très bien que ce n'est pas la seule religion dans le monde où il y a des extrémistes. Les extrémistes sont dans toutes les religions, il y en a eu dans le christianisme. Un des plus grands attentats de l'histoire des États-Unis, à Atlanta, a été fait par des sectes chrétiennes extrémistes, et puis aussi dans toutes les religions, le bouddhisme et ainsi de suite. Donc l'hindouisme aussi en Inde. Et donc le véritable problème aujourd'hui, c'est que en Europe, il puisse y avoir malheureusement une offre politique d'extrême droite qui considère
que, en utilisant cet argument selon lequel l'islam serait intrinsèquement violent, eh bien, elle pointe du doigt de manière indirecte des millions de musulmans installés sur son territoire qui vivent principalement en harmonie avec le pays d'accueil et profitent donc de certains individus. Voilà, bien sûr, ils sont de nationalité française, musulmans, ce sont des Français de religion musulmane, comme il y a des Français de religion chrétienne, Français de religion juive et ainsi de suite. Et donc, malheureusement, profitent de l'attitude de certains individus qui auraient certainement trouvé d'autres excuses que l'islam, mais leur objectif étant principalement de passer à l'acte et la violence. Ce n'est pas l'islam qui est en cause. Et donc, malheureusement, elles utilisent cet argument-là pour, de manière détournée, pointer le doigt sur des millions de musulmans qui, eux, sont totalement innocents de tout cela et vivent en totale harmonie. Donc, le message du Maroc, il est là. Il est d'abord dans le fait qu'il faut sensibiliser peut-être ces partis d'extrême droite sur la nécessité de distinguer entre islam radical, qui n'est pas du tout lié à l'esprit du texte fondateur qui est le Coran et la Sunna, et ensuite aller aussi dans la formation des imams. Le Maroc a une expérience très longue dans la formation des imams en Afrique de l'Ouest, dans la formation des imams en Europe aussi, pour pouvoir faire échapper un certain nombre de dignitaires religieux musulmans du discours extrémiste qui est, lui, véhiculé par d'autres centres d'intérêt, d'autres groupes d'intérêt. Le Maroc, bien sûr, n'en fait pas partie. D'accord, alors vous l'avez si bien dit, donc c'est une lutte contre l'idéologie extrémiste et non pas donc contre les vraies valeurs de l'islam. Merci beaucoup, Hafid Boutaleb, expert en relations internationales. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir.